Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre Linda Bergeron, qui est née à Aubervilliers de parents martiniquais et guadeloupéens. Elle fait carrière chez L'Oréal en tant que directrice de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au recrutement. Bonjour Linda Bergeron. J'aimerais qu'on entre ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous ? Je vois quelqu'un de très heureuse. Oui, peut-être celle que je voulais être plus jeune. Très, très heureuse. Quel âge avez-vous ? 49 ans. En fin d'année 50. Ravie d'avoir 50 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je m'occupe de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour le recrutement chez L'Oréal. Quand vous démarrez dans la vie, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? D'où partez-vous, Linda ? Je pars d'une famille très modeste, de parents qui sont arrivés à Paris très jeunes. Ils sont nés aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. Des enfances très compliquées, très complexes, comme souvent. Des familles très pauvres. Et donc, des deux parents qui arrivent à Paris avec rien. Mais rien matériellement. Beaucoup d'envie, beaucoup d'amour à donner et une envie de créer une famille et de créer une famille heureuse. Donc je pars de pas si bas que ça. Je pars de personnes qui n'avaient rien mais qui se sont battues pour obtenir des choses et pour se dire qu'ils voulaient faire des choses belles et dans la loi. Des gens qui avaient une éthique personnelle extrêmement forte et qui se sont battus pour faire plein de petits boulots. Maman est devenue infirmière. Papa travaillait dans les assurances, faisait du porte-à-porte. Et ils se sont connus à Paris. Une très belle histoire de deux personnes très abîmées qui se sont créées un power couple, comme j'aime le dire. Ensemble, ils se sont dit à deux, ce sera plus facile. Et doucement mais sûrement, ils ont commencé dans un petit appartement à la Courneuve, dans une cité très connue. Et ils ont eu un premier enfant à 20 ans, mon grand frère. Et très vite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le bon endroit pour élever leur garçon, pour élever leur premier enfant. Et ils ont décidé d'essayer de trouver un endroit un peu plus calme, ou en tout cas une toute petite maison, mais au moins avec un extérieur pour que ce petit garçon puisse jouer à l'extérieur sans être avec des personnes un peu violentes. Donc ils se sont créés leur cocon à eux dans une petite maison à Drancy. Et alors, quand est-ce que vous, Linda, vous avez l'impression que vous montez un étage ? Déjà, l'histoire de ces deux personnes, de mes parents qui sont partis de cette cité de la Courneuve pour arriver dans cette petite maison,
il nous la répétait souvent. On a fait ça pour vous, on a fait ça pour que vous vous sentiez mieux et que vous puissiez être au calme pour apprendre des choses et pour devenir quelqu'un. J'ai vraiment eu des parents extrêmement moteurs dans cette ambition d'apprendre des choses, des parents qui très vite nous interdisent la télé, nous disent maman qui connaissait le pouvoir des livres, qui me met un livre dans les mains et qui me dit lis, tu verras. Comment se passe l'école ? Alors, l'école, avec mon grand frère, on était dans la même école, du CP au CM2. Et c'était quel type d'école ? Une école publique pas violente, mais pas facile non plus. En tout cas, avec des profs super qui me repèrent, parce que j'étais une grosse bosseuse. Mais en fait, un grand frère un peu plus... qui avait beaucoup de facilité, mais qui avait pas beaucoup envie d'apprendre. Et très vite, mes parents prennent peur. Mon grand frère va en 6e dans un lycée pas très sympa. Et donc, mes parents prennent peur et me mettent dans une école privée. Avec ce sentiment de mes parents qu'il fallait me protéger, certainement aussi à l'époque le sentiment d'avoir une fille et peut-être de plus protéger la fille. Mais en tout cas, ils se disent qu'il faut me trouver dans le 93 l'établissement, le seul établissement privé catholique, le seul établissement privé de filles. Bienvenue dans l'ascenseur. Mais en même temps, des gens très ouverts, car établissement catholique, mais en tout cas qui nous apprend des choses sur toutes les religions. On avait des cours sur toutes les religions et j'ai trouvé ça magique. Une ouverture sur le monde assez extraordinaire, un mélange de personnes aussi assez extraordinaires, et je pense que c'est là aussi où j'ai senti une sorte d'ascenseur extrêmement puissant. Et je me souviens de ma première conversation avec une jeune fille qui m'a repris sur une faute de syntaxe. Et là, je me suis dit, OK, là, il va falloir bosser un peu, il va falloir lire encore plus. Et oui, ascenseur, énorme boost dès la 6e. Et du coup, vous aviez pas le sentiment d'être décalé, si par cette faute de français, vous étiez décalé ou... Oui, mais décalé, c'est assez drôle parce que je crois que mes parents m'ont donné ce goût d'apprendre, mais sans jamais avoir honte. Eux n'ont jamais eu honte de là où ils venaient. Ils ont toujours considéré que l'amour qu'on leur avait donné était au-dessus de tout, en fait. Donc avoir honte de quoi, finalement? Dans votre scolarité, donc il y a le collège, le lycée se passe au même endroit? Ouais, jusqu'à la terminale. Et donc vous êtes déjà brillante dans les études? Alors pas du tout. Là, les choses changent parce que je suis en face de personnes brillantes. Mes copines sont extrêmement brillantes. Donc j'essaye, je travaille beaucoup plus que les autres. En décalé, en plus, c'était très drôle parce qu'à l'époque, maman avait remarqué que le soir, j'y arrivais pas du tout, que je m'endormais très vite. Donc j'ai pris l'habitude de me réveiller extrêmement tôt le matin. J'étais de celles qui se réveillaient très tôt pour réviser. À quelle heure? À 1h. 1h du matin. Mais non. Maman était là toutes les nuits à 1h du matin. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment un truc dont on se souvient avec mes copines de l'époque. J'avais un rythme assez fou, mais qui m'allait bien. J'allais me coucher très tôt. Mais à quelle heure? 19h, j'étais au lit. Donc, lever à 1h du matin pour faire les devoirs pendant la nuit. Mais du coup, vous étiez pas trop épuisée pendant la journée des cours? Non, moi j'étais plutôt moi, comme j'étais un peu la bonne élève, à partir du moment où j'avais l'impression d'avoir révisé, j'allais bien. J'avais la forme. Et je pouvais justement ping-ponguer avec ces filles de très haut niveau. Ça m'allait très bien.
D'accord, donc vous arrivez au lycée après. Au lycée, vous faites quelle section ? Alors, la partie scientifique, ce qui portait à l'époque le doux nom de Terminal D. Les plus jeunes ne savent même pas de quoi on parle. C'était biologie, chimie, maths. Donc vous avez eu un bac D. Oui. Et donc après, qu'est-ce que vous faites ? Alors après, je mens à mes parents. Je ne fais pas médecine. Je dis à mes parents que j'ai envoyé mon dossier pour aller en médecine. C'était le rêve de maman. Je pense qu'elle pensait que j'allais être médecin. Depuis mes 3 ans, j'entendais que j'allais être médecin. Je me dis, ça y est, le bac, je l'ai. J'ai fait plaisir à tout le monde, là. J'ai une mention. Maintenant, on va commencer un peu à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, pour la première fois, je décide de faire autre chose. Et je vais à la fac. Je voulais absolument voir à quoi ça ressemblait. Une petite révolution personnelle. Et je vais faire de la physique chimie à la fac. Et alors du coup, comment ça se passe en physique-chimie ? Alors c'est l'université Paris 13, Villetaneuse. Assez dingue. Moi, je sortais d'un univers finalement assez protégé, avec cette école privée, avec nos blouses, avec notre monde de filles. Et j'arrive à Villetaneuse. Un choc énorme, où il faut trouver sa salle de cours, où on arrive dans une salle bondée, où on s'assoit par terre, et on a quelqu'un qui nous déblatère des choses, on comprend absolument rien. Donc ça a été très dur, très très dur. Il a fallu que je m'accroche. Bon, pareil, assez vite, je me suis rapprochée des 3-4 filles du premier rang. Et je me suis dit, il faut aller chercher ces filles qui ont l'air de comprendre, qui ont l'air de suivre. Et on s'est créé notre petit clan. Très vite, ça a commencé à cliquer. J'ai adoré. Et j'ai adoré aussi, pareil, ce mélange de genres, mélange de culture. J'ai rencontré des personnes qui me disaient vivre dans des tout petits appartements. Ils étaient 10 frères et sœurs, qu'ils devaient coucher à 1h du matin, puis commencer leur devoir à 1h du matin. Et je me suis dit, waouh, énorme courage, beaucoup d'ambition. Et je pense que tout ça, l'ambition des autres, la force des autres, ça m'en a donné encore plus. Donc, des années très dures, mais des années dont je me souviens avec un grand sourire, parce que j'étais souvent celle qui était perdue et aidée beaucoup par les autres. Bienvenue dans l'ascenseur. Quel soutien vous avez reçu à ce moment-là, puisque vous n'en parliez pas à vos parents ? Alors en fait, c'était une époque assez difficile pour ma famille. Nous avons vécu un drame familial qui nous a complètement déchirés, une séparation. Moi, je me suis assez vite dit qu'il fallait absolument que je réussisse pour donner de la force à mes parents. Mes parents ont vécu une dizaine d'années dans un flou total. Ils ont perdu beaucoup de force. Leur force, c'était la famille. Et le fait que la famille se déchire, j'ai vraiment failli perdre ce socle familial qui était tellement important pour moi. Donc, je me suis mise un peu de côté en disant, pour une fois, c'est à moi de rendre ce qu'ils m'ont donné. Il faut absolument que je réussisse. Il faut absolument que je leur redonne de la force. Et je me suis beaucoup accrochée et pour une fois, j'ai peu demandé. Et j'ai passé moi-même ces années de fac un peu seule, en essayant en tout cas de n'amener que des bonnes nouvelles et en leur disant que moi, j'allais réussir. Donc vous êtes en fac de physique-chimie. Comment, entre la fac de physique-chimie et aujourd'hui de très gros postes chez L'Oréal, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je me dis que je vais pas finir là, que je vais pas finir dans cette fac, que tout ça a l'air bien sympa, mais on nous annonce quand même qu'il y a très peu de jobs à la clé, que la recherche en physique, à part si on sort du lot,
il y en aura très peu qui vivront correctement. Et je me suis dit que je ne pouvais pas terminer dans un labo. Pour moi, c'était pas ça. Ce que mes parents m'avaient donné, ils attendaient en tout cas que j'ai une vie bien meilleure. Donc très vite, je me dis qu'il faut que je sorte de cette fac, qu'il faut que j'aille chercher une fac encore plus puissante. Donc je vais à Chimie Paris. Je suis intégrée dans cette fac extraordinaire, dans Paris, dans le 6e, sublime, qui est pour moi un gage de réussite aussi, parce qu'enfin, pour une fois, je suis dans Paris. Là, pour le coup, l'ascenseur, je l'ai vraiment vécu. Est-ce que vous avez eu un choc de culture un peu ? En majorité, les personnes autour de moi vivent dans un monde assez fermé, en tout cas un monde où tout va bien. Tout me paraissait assez drôle. Et en fait, oui, je crois que j'ai pris ce plaisir d'écouter les gens et de me dire « Oh, ça a l'air sympa comme problème quand même ». Et je pense que les gens m'appréciaient pour ça, parce qu'en fait, ils pouvaient venir me raconter ce qui leur paraissait très difficile. Et moi, à chaque fois, je leur disais, ça va aller, je pense. Mais est-ce que vous arriviez à partager ce que vous viviez dans votre vie avec ces jeunes filles ? Oui, parce qu'en fait, je leur racontais ce qui leur permettait de relativiser, et c'est tout. En fait, dans ma famille, il y a quand même ce truc de ne pas trop se plaindre, de ne pas trop regarder en arrière. D'en apprendre des choses, certes, mais la complainte n'est pas trop permise non plus. Mes parents ont vraiment ce truc de regarder de l'avant, et c'est certainement ce qui a fait que leur ascenseur a fonctionné. Je pense que c'est un peu ça le moteur de l'ascenseur chez nous. On se plaint pas, et on regarde devant. Donc ce que je partageais, c'était plutôt la partie partageable. C'était la partie légère de notre vie. Alors donc, vous faites cette fac parisienne prestigieuse. Vous en êtes diplômée assez vite ? Alors pareil, assez vite. Je me dis que je fais pas partie des meilleurs. Je me dis qu'est-ce que je vais faire de ce diplôme ? Est-ce que ça va suffire ? Et je comprends que ça ne suffirait pas. Donc je me rajoute 2 années supplémentaires dans une école d'ingénieurs. Toute petite parce que j'étais pas parmi les meilleurs, donc j'ai pas été prise dans les écoles de chimie les plus prestigieuses, mais j'en ai fait une petite et ça m'allait très bien. Je me suis dit qu'un diplôme d'ingénieur, ça le faisait un peu quand même. Donc de terminer la partie scientifique par un diplôme d'ingénieur, je trouvais ça assez flamboyant. Et ça, je sentais que ça faisait plaisir à mes parents, donc la boucle pour moi était un peu bouclée. Pour avoir mon diplôme, je dois faire un stage dans une entreprise, et j'ai la chance d'aller le faire dans une entreprise de pharmacie. Mais très vite, le labo pharmaceutique me semble assez austère. Je dois porter une blouse que j'ai du mal à porter, qui est tout le temps ouverte. Je me prends des réflexions de mes patrons, mais qui me le prennent avec beaucoup de sourire, qui finissent par me dire « On n'est pas très sûr que ce soit là que tu seras la plus heureuse. Est-ce que tu veux pas... t'as l'air plus heureuse à discuter avec les gens en réunion. Est-ce que tu ferais pas un diplôme de marketing ?» Rien que le mot, je ne savais même pas ce que c'était. À force de me renseigner, et surtout très épaulée par ces 2 patrons super, je finis par postuler dans des écoles parisiennes et j'arrive à avoir un master en marketing. Ah oui, donc là, c'est carrément un là, virage à angle droit. La consécration. L'école de commerce. Quelle école de commerce ? C'est l'ESSEC. Alors, c'est un master, donc on ne fait jamais partie complètement de l'école. C'est un master, c'est un peu différent. C'est une dernière année, mais assez fascinante aussi parce que un mélange de beaucoup de types de personnes déjà diplômées comme moi. Donc moi, j'avais mon diplôme d'ingénieur en poche et je me retrouve avec d'autres ingénieurs, beaucoup de médecins, beaucoup de pharmaciens. Donc là, c'est pour ça que ça me semble être la consécration, parce que
le quotidien, les discussions sont de très haut niveau. Et alors, comment vous faites, Linda, pour payer cette école? Parce que ça coûte cher, un master à l'ESSEC. Eh bien, on va avoir un banquier. parce qu'on peut pas se le permettre. On n'a pas de quoi payer ces écoles magnifiques, mais en effet très chères. Et le banquier donne un prêt étudiant? Et le banquier connaît papa et maman, qui ont été des bons gestionnaires avec très peu. Ils sont jamais sortis des clous. Là aussi, une belle éthique personnelle qui fait que le banquier a confiance parce qu'il connaît très bien les parents et que grâce à ça, il accepte de me donner un prêt, et aussi parce que l'ESSEC est un nom prestigieux et qu'il se dit dans le 93 de réussir à avoir un master dans cette école. Je l'accompagne. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors après, il y a l'entrée dans la vie active. Est-ce que vous vous trompez d'ascenseur ou est-ce que vous rentrez tout de suite dans le bon ascenseur pour vous? Alors je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, le premier ascenseur n'est pas le bon. Le premier pas est extraordinaire parce que le premier pas, c'est ma candidature pour un stage chez L'Oréal. Je suis dans mon master et je vois, j'habitais toujours chez mes parents à Drancy, et je vois une pub 4x3 pour une marque qui s'appelle Je Mets à l'époque, pour un fond de teint Je Mets, et la jeune fille qui est sur cette pub est une femme noire. Et c'est la première fois que je vois une pub de qualité pour des peaux foncées. Et je me dis, c'est là que je veux bosser. Donc j'envoie une lettre assez audacieuse à L'Oréal à l'époque en leur disant que je veux travailler avec eux. Et ma lettre a fonctionné. Je me retrouve à passer un entretien. Et je suis prise chez L'Oréal. Mais je vais vers l'ascenseur du marketing. Finalement, je me rends assez vite compte que c'est pas ma force, le marketing. Je fais des petits trucs assez sympas, mais je suis pas la meilleure. Mais je suis entourée de gens extraordinaires. Et à l'époque, les gens me décrivent encore comme celle chez qui tout le monde va. J'étais un peu le bureau où tout le monde avait plaisir à aller. Je passe beaucoup de temps à discuter avec mes collègues, avec des patrons, avec plein de gens. Certainement pour ça que j'étais pas la meilleure. Mais en tout cas, je me crée un réseau assez extraordinaire, sans le savoir à l'époque. J'ai juste l'impression d'être là pour les gens, de les écouter, de prendre le temps. Et je passe quelques années comme ça à vivoter dans des postes super, avec des équipes super. Mais en tout cas, je me dis que le marketing, ce sera peut-être pas ma finalité. Et un jour, en grande discussion avec Jean-Claude Legrand, le DRH de L'Oréal. Enfin, Jean-Claude est DRH de L'Oréal actuellement, mais à l'époque, il était à DRH d'une autre division. Je discute avec Jean-Claude et je m'entends lui dire « Je crois que j'ai envie de faire ton job ». Et alors, comment il le prend, Jean-Claude Legrand? Il se marre, comme d'habitude. Mais il me laisse faire. Il me dit « Ok, je te prends au mot, va discuter avec des personnes qui, comme toi, ont commencé dans le business et qui sont passées et qui sont devenues RH, puisque chez L'Oréal, c'est possible. » Et assez vite, en discutant avec ces grands patrons RH, je me suis rendu compte que il y avait une grande partie de choses que j'adorais faire, discuter, écouter, essayer de régler des situations, essayer aussi de recentrer les débats, essayer de faire comprendre la culture du groupe. Et en fait, c'était quelque chose que je faisais depuis des années sans m'en rendre compte, dans mon petit bureau au marketing. Donc Jean-Claude m'a laissé cette chance. Jean-Claude m'a écouté et m'a dit « Ok, vas-y, lance-toi.
Et c'est comme ça que ma carrière RH a commencé chez L'Oréal. Là, vous parlez de votre vie professionnelle, mais dans votre ascenseur social, il y a aussi la vie, on va dire, personnelle, ou en tout cas dans la société, pas forcément votre vie intime, enfin, quoique ça nous intéresse aussi, hein. Mais est-ce que vous avez rencontré dans cette ascension professionnelle des obstacles? Et si oui, quel type d'obstacles? Je pense qu'à un moment, je me suis posé la question de est-ce que je suis au bon endroit? Les premières années n'ont pas été simples parce que mes parents continuaient à vivre à Drancy, une vie très simple, d'humilité, de travail. Et moi, je me suis demandé, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu es au bon endroit? Et puis moi, j'avais dû mettre de côté énormément de choses. J'avais quitté Drancy, j'étais allée m'installer dans un endroit que je trouvais prestigieux à l'époque. J'avais mis de côté une grande partie de ma famille. Je m'étais enfermée dans un autre monde, totalement inconnu. Au début, les paillettes m'ont beaucoup attirée. Certainement l'ego, pas très travaillé à l'époque, hein, donc on se retrouve propulsé dans un monde qu'on connaît peu. On pensait pouvoir s'adapter très vite, on pensait pouvoir comprendre les codes. Mais finalement, à un moment, on se demande est-ce que j'ai vraiment envie d'être là. Donc oui, il y a eu un vide. Je pense que c'était ma 3e année de L'Oréal, un grand vide. Vous étiez trop ancré dans la vie professionnelle? Pas beaucoup de choses personnelles, en fait, hein. Heureusement pour moi, je m'étais fait un cercle d'amis assez proche chez L'Oréal. Mais pareil, il me manquait beaucoup de choses qui m'avaient rendue heureuse plus jeune. C'est assez classique, hein, dans ces parcours d'ascension sociale, de s'éloigner un peu, enfin, d'avoir un sentiment d'éloignement de son milieu d'origine, de sa famille d'origine. C'est ce qui vous est arrivé? Oui, et j'ai certainement essayé de recréer une famille avec mes amis. On est beaucoup sortis, on s'est beaucoup amusés. Mais finalement, c'est pas ça qui me rendait heureuse. Et je pense qu'à un moment, heureusement pour moi, ma famille ne m'en a pas voulu et j'ai pu récupérer un peu de force grâce à mes parents. Je suis retournée beaucoup plus les voir à Drancy. Ils ont fini par déménager en province. Donc ça m'a créé un sas un peu neutre. Et puis, je pense que j'ai lu beaucoup d'histoires de ces gens qui ont vécu ça, qui ont vécu ce grand vide à un moment, ce changement, ce transfuge de classe, comme on aime l'appeler aujourd'hui. De lire toutes ces histoires, de me dire finalement ce que tu ressens, c'est normal. Ça m'a permis de recréer des ponts, de recréer des liens avec mon ancienne vie et de me dire que finalement, je pouvais avoir les deux. Je pouvais avoir cette nouvelle vie que j'avais réussi à créer sans perdre ce qui faisait ma force, ce lien familial qui m'avait beaucoup manqué pendant toutes ces années. Dans la partie paillettes dont vous parlez, vous avez jamais eu le sentiment, un sentiment d'imposture, un sentiment de ne pas être à votre place, de pas connaître les codes? Si, je pense comme tout le monde. Et chaque nouveau poste, on ressent ça. Dans chaque nouveau poste, on doit se créer un cercle de confiance et on a l'impression qu'on est regardé différemment. Je me souviens, moi, je changeais de look assez souvent. J'avais eu beaucoup de commentaires à une certaine époque que oui, j'ai une voix qui porte, j'ai un rire qui porte, on m'entend jusqu'à l'autre bout du couloir toute la journée. Je m'étais pris quelques réflexions et je pense que à un moment, je me suis dit, essaye de te faire oublier un peu. Fais-toi, il faut que ton travail parle pour toi, mais il faut que tu arrêtes d'avoir ce look hyper extravagant, cette voix hyper forte. Il faut que tu te fasses un peu oublier. Et donc, je me suis retrouvée à un moment habillée en noir des pieds à la tête, les cheveux hyper lisses. J'essayais de ressembler à quelqu'un d'extrêmement classique.
Et heureusement pour moi, je suis dans un groupe qui nous réveille beaucoup. Je pense que Jean-Claude a dû beaucoup rire de me voir arriver, donc Jean-Claude, le DRH du groupe L'Oréal, de me voir arriver de plus en plus classique. Et il a dû lui-même me réveiller un peu pour me dire « Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Tu n'arriveras jamais à disparaître. » Et ça a beaucoup résonné dans ma tête pendant des années de ah oui, j'ai essayé de disparaître à un moment. J'ai essayé de diminuer cette... oui, physiquement, je suis une femme noire, j'ai des cheveux bouclés, j'ai une voix qui porte, je fais des blagues. Et je suis habillée parfois, des gens qui sont complètement perturbés par tout ce truc. J'arrive parfois en réunion, je vois les regards, et au bout de 24 ans, ça me fait beaucoup rire. Mais oui, pendant une époque, je pense que j'ai essayé d'éteindre un peu ce feu-là. C'était une grosse erreur, une énorme erreur. Et j'ai vraiment envie de dire ça. J'ai envie de dire, n'essayez pas de disparaître. Est-ce que vous avez croisé dans votre ascension sociale le racisme ? Oui, je me souviens d'un agent immobilier qui m'avait répondu qu'il serait là pour une visite tardive, qu'il avait très envie de me faire visiter l'appartement, que la visite se ferait à 20h, mais que ça lui posait aucun problème. Et lorsqu'il m'a vu, lorsqu'il est sorti de sa voiture à 20h et qu'il m'a vu, il a complètement changé de ton. Il était plus très intéressé par cette visite. Il m'a laissé entrer m'accompagnement. Il ne m'a pas accompagné dans l'appartement. En fait, je me suis dit, mais que se passe-t-il ? Et en fait, ça m'a sidérée parce que je n'ai pas réussi à mettre des mots sur mon ressenti. J'ai bien ressenti qu'il y avait un problème. J'ai fait ma visite, je lui ai posé des questions, il m'a répondu de manière très rapide. Il m'a demandé si j'avais fini au bout de même pas 1 minute. Et lorsque je lui ai demandé s'il fallait que je remplisse un papier, si j'étais intéressée, il m'a dit de toute façon l'appartement est déjà loué. Bienvenue dans l'ascenseur. Linda Bergeron, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile l'ascenseur social aujourd'hui ou plus difficile ? Moi, j'ai l'impression que c'est plus facile. Pourquoi ? Parce que j'ai 50 ans, parce que je n'ai pas passé mon enfance sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de personnes qui vous décrivent un monde extrêmement pessimiste. Parce que j'ai été très accompagnée par des personnes très positives. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui venaient de mondes très différents. Et je trouve que c'est un peu le problème aujourd'hui. On nous propose un monde très petit. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous rencontrez souvent des gens dans un cercle très refermé. Et si vous voulez avoir un avis différent, si vous voulez rencontrer des personnes différentes, c'est très difficile, je trouve. Donc oui, je le trouve facile, ce monde, parce que j'ai 50 ans et parce que j'ai été extrêmement épaulée, extrêmement mentorée, et parce que j'ai fait des rencontres très différentes tous les jours. Mais je pense que si j'étais plus jeune, oui, je verrais ce monde de manière beaucoup plus négative. Moi, je pense que la chance que nous avons en France, c'est ce mélange. Mélange de classes, mélange de genres. Et si on ne met pas le nez dehors, oui, c'est plus difficile de rencontrer tous ces gens différents. Est-ce que dans votre travail de RH de surcroît aujourd'hui, le fait d'être issu d'un milieu modeste, de la diversité, etc., ça vous aide ? J'imagine que oui, non ? Ah, ça m'aide énormément. En particulier lorsque je suis avec des personnes extrêmement talentueuses, des génies du marketing, des génies du business, mais qui parfois se laissent aller dans cette passion dévorante. Moi, j'avoue que je pense avoir les pieds sur terre. Je pense que de venir de ce milieu modeste, il y a certainement ce qu'on appelle dans ma famille le bon sens paysan, qui nous permet de relativiser. Et je pense que je suis très fière d'être RH chez L'Oréal, parce que L'Oréal m'a donné cette chance. Je suis venue dans ce groupe aussi parce que la diversité, c'est dans nos valeurs. On n'a pas découvert la diversité il y a quelques années. Ça fait plus de 30 ans que L'Oréal a construit
tout son ADN autour de la diversité et de l'éthique. Moi, je suis très très fière lorsque je vais dans les campus, lorsque les étudiants, je vois qu'il y a des étudiants, des jeunes personnes issues de la diversité qui me regardent avec des grands yeux, qui viennent me voir à la fin, qui me disent souvent qu'ils ne s'imaginaient pas qu'il y avait des personnes comme moi. Et ouais, ça me fait plaisir de leur dire que L'Oréal est une entreprise extrêmement diverse, qui donne sa chance à tout le monde et qui nous permet de devenir ce qu'on veut devenir. Et je suis extrêmement fière d'un programme qu'on a créé il y a quelques années qui s'appelle L'Oréal pour la jeunesse, qui va justement parler à tous ces jeunes qui sont dans des milieux moins favorisés et qui va aller chercher les talents dans des écoles où personne ne va pour parler de L'Oréal, parler du fait que dans ce groupe, tout le monde a sa chance. Et ce grand programme qui date d'il y a 5 ans nous a permis d'ouvrir des voies professionnelles pour plus de 25 000 personnes. Et on va continuer à le faire. On va continuer à être présent pour tous ces jeunes qui se cherchent, aussi bien par du mentoring, aussi bien par notre présence pour expliquer nos métiers, pour expliquer les carrières qu'on peut faire dans ce magnifique groupe. Et pour ça, oui, ça c'est une force. C'est ça qui me pousse tous les jours à continuer et c'est aussi ce qui me rend extrêmement fière d'être RH chez L'Oréal. Qu'est-ce qu'il faudrait changer sur le plan macro, sur le plan du pays, pour accélérer l'ascenseur social ? Déjà, arrêter de parler des banlieues, des provinces, que lorsqu'il y a un problème. Des dom-toms uniquement lorsqu'il y a un problème. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté de parler avec vous, Anne, aujourd'hui, parce que moi, j'ai pas parlé pendant des années. Je me suis dit que mon travail suffisait. Mais je me disais que c'est vrai, on entendait parler des banlieues que de manière négative. Moi, je viens de banlieue, je viens d'îles assez lointaines, et je trouve qu'on ne parle de tout ça que par le négatif. La première chose qu'il faudrait changer, c'est parler régulièrement de nos banlieues, de nos provinces, de manière positive, parler de tous ces entrepreneurs, parler de toutes ces associations, parler de tous ces gens qui prennent de leur temps pour aider, parce qu'il y a énormément d'entraide. Et ça, il faut en parler beaucoup plus. Pour moi, ce serait la première chose à changer. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, Linda Bergeron, en plus de faire parler aussi des gens comme ceux qui témoignent dans ce podcast, sur le plan des institutions, sur le plan politique, sur le plan économique, dans la société, pour améliorer l'ascenseur social? Moi, je pense que le premier sujet, c'est l'éducation. C'est que les enfants puissent aller dans des écoles où ils puissent apprendre des choses. Le quand on veut, on peut, c'est pas vrai. Il faut d'abord pouvoir pour vouloir. Et pour ça, il faut être dans une école qui tient la route, hein, comme dirait mon père. Moi, je suis désolée, j'ai ma petite nièce qui est dans une école à Rosny-sous-Bois. Il y a des rats. Les murs ne tiennent pas debout, il y a des fuites, les toilettes, aucun enfant ne veut y aller tellement c'est insalubre. Je ne vois pas ce que des enfants peuvent apprendre dans ces conditions, comment des enfants peuvent avoir envie d'y aller tous les matins, comment des parents peuvent avoir envie de laisser leurs enfants dans des écoles pareilles. Et ensuite, le deuxième sujet, comment est-ce qu'on peut aider à ce que les gens puissent aller d'un point A à un point B? Moi, j'ai pris les transports pendant toute ma jeunesse. Aujourd'hui, si une maman veut déposer son enfant à l'école puis partir au travail, c'est extrêmement difficile lorsqu'on est loin. On en parle, on se plaint. Donc oui, évidemment, moi, je suis privilégiée. Si j'arrive en retard, je vais réorganiser ma journée, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Si des parents sont toujours dans un stress permanent, et ça touche principalement les femmes, ça touche principalement les mamans, c'est un énorme sujet. Ça crée des tensions familiales énormes, et je pense que
passer sa journée à stresser pour son enfant et avoir du mal à rentrer le soir chez soi, je pense que ça crée des tensions qui ne devraient plus... et c'est plus acceptable aujourd'hui en France. Donc je pense qu'il y a 2 beaux sujets. Gérez-nous l'éducation et gérez-nous le trafic. Un conseil ou des conseils aux jeunes qui voudraient prendre l'ascenseur social ? Le premier conseil, c'est ne pas avoir peur. Pour moi, l'audace est ce qui permet de passer tous ces étages de l'ascenseur, ne pas avoir peur et ne pas avoir honte, parce qu'on vient tous de familles extraordinaires, même si on vient de familles complexes, même si c'est extrêmement difficile. Je pense qu'il faut essayer de prendre toutes ces difficultés comme un moteur pour y arriver. Regarder devant soi et pas derrière, et bosser. Moi, je pense que j'ai cette chance que mes parents m'aient donné ce mental de bosseur, de l'humilité, du travail, de la discipline, comme dirait mon père. Moi, je trouve que c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée du prochain étage pour vous, Linda Bergeron ? Moi, j'avoue que professionnellement, j'ai eu énormément de chance, mais que j'ai dû mettre beaucoup de choses personnelles de côté pendant des années. Et la prochaine étape pour moi, c'est personnel cette fois. Depuis quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer enfin l'homme de ma vie et de commencer à construire ma vie personnelle. Et ce sera la prochaine étape qui va m'ouvrir certainement vers plein d'autres opportunités professionnelles. Mais pour une fois, je me sentirai encore plus forte parce que j'aurai construit quelque chose de personnel. Et ça, c'est la plus belle des étapes, en fait. C'est la consécration. Merci Linda Bergeron pour ce voyage dans votre ascenseur social. Merci Anne, c'était un plaisir. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Milim pour Actuali. Montage Elisa Azogui-Burlac, mixage et musique Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.